Tout le monde, surtout pour ce 1er juin. On rentre bien vite à l'été, bien sûr, et on sera aujourd'hui toute la journée à célébrer la journée mondiale donc, de l'enfance. Nous allons beaucoup en parler avec des sujets très sérieux concernant les enfants, bien sûr, avec Haïda qui sera là parmi nous. Haïda, notre psychologue, qui reviendra pour nous parler et représenter l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Elle viendra nous parler donc tout ce qu'ils ont prévu de faire et tout ce qu'ils ont fait, parce que la célébration, c'était hier. Aujourd'hui, on parlera aussi des enfants qui vont plancher sur leur feuille d'examen. On leur dit bonne chance pour ceux qui s'apprêtent à suivre donc l'examen et passer l'examen du BEM. On leur dit bonne chance, on va en parler dans un moment. Et surtout, on aura plusieurs thématiques. Toutes nos rubriques tourneront autour donc, de la thématique de la Journée mondiale de l'enfance, à savoir notre amie Anya Srir, donc, qui parlera donc, dans sa rubrique santé et bien-être aujourd'hui, nous parlera de l'alimentation chez les enfants, bien sûr, comment bien les nourrir pour qu'ils soient en forme et surtout qu'ils fassent un bon plein donc de bonnes vitamines. Nous aurons également Samira Hadjamar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de l'art naïf. Elle s'intéressera à l'art naïf. Et puis, nous aurons également Riyad Belkhedim, lui, nous parlera pas donc du sport pour les enfants, mais il nous parlera bien sûr du championnat et de toute l'actualité sportive tout au long de cette semaine. Et bien sûr, bonjour Riyad, et il nous en parlera dans un moment, tout ce qui concerne bien sûr les plus grands cette fois-ci, mais ça intéresse énormément les enfants, on verra tout à l'heure avec vous. Et puis on aura le plaisir d'avoir Farid, plutôt non, Hassan Arab, dans sa rubrique Histoire, là, une page d'histoire. Lui aussi s'intéressera aux conflits, plus particulièrement aux victimes de la guerre, bien sûr, coloniale, ici en Algérie. Et bien sûr, il reviendra sur cette partie aussi de l'histoire des enfants qui ont été traumatisés très très longtemps et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous parlerons aussi d'une actualité qui a aussi marqué les enfants, c'est l'association Récif qui l'a organisée. C'était hier et ça s'est passé au port de Tamanfous. C'est une belle activité autour donc de l'enfance. Eh bien, ça c'est intitulé l'enfant et la mère, bien sûr, l'enfant et sa mère, plus précisément. Et puis, on aura le plaisir de terminer en beauté avec des jeunes enfants, des jeunes musiciens qu'on aura le plaisir à vous présenter. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez adorer, en tout cas aimer tout de même. Et avec, bien sûr, tout de suite, la météo et les nouvelles du ciel avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. On essaie d'imaginer quel genre d'enfant c'était Amel quand elle était petite. Très sage, c'est sûr. Bien éduquée comme toujours et surtout très studieuse à l'école. Oui, ça va. J'avais de bonnes notes quand même. Ouais. Un souvenir d'enfance? Du tout. Non. Même pas ma rentrée scolaire, je me souviens pas du tout. Moi, je me rappelle très bien de ma rentrée scolaire. J'étais très heureuse d'aller avec un cartable tout neuf, faire comme mes sœurs et tout. Bonjour Riyad. Comment ça va? Ça va. Un souvenir d'enfance? Écoutez, là, je m'attendais à la question comme pour Amel. Oui. Un souvenir qui Il y a un souvenir qui reste dans ma tête souvent. Je devais être dans le primaire, je devais avoir 6-7 ans. Et je me souviens de mon père, Berahmou, qui venait à la sortie. Et j'avais toujours droit à un croissant chaud à la sortie de l'école. Ça, c'est un souvenir. Ah oui, et il y a même l'odeur qui revient. Et l'odeur. Oui, oui. Voilà. J'imagine, oui. Et aujourd'hui, c'est un souvenir particulier puisque vous parlez de votre papa. On a été marqué par nos parents et à un moment donné. Pareil aujourd'hui. Et là, on est parents. Il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Ouais. On est obligé d'apprendre très vite sur le tas, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour Nour, ma fille, qui passe son brevet d'enseignement moyen, son BEM, et qui a dû rentrer en classe, qui se prépare. Alors mon conseil, c'est... Alors je l'entendais tout à l'heure au téléphone, lui souhaiter bonne chance, c'était mignon comme tout. On lui dit bonne chance, Inch'Allah. En fait, je lui dis voilà, je le dis à tous les enfants, aucune pression, ça sert à rien, il ne faut pas leur mettre plus de poids sur les épaules qu'ils ne peuvent en supporter. Je lui dis, quand tu découvres le sujet, si tu connais, vas-y,
planche et tu fais tout ce que tu as appris. Et puis si c'est pas bon, eh ben, tu essaies de colmater un petit peu en attendant, en rectifiant dans les prochaines matières sans te stresser. Voilà. En tout cas, bonne chance à tous ces enfants qui vont bien sûr passer leur examen partout sur le territoire national. Allez, j'espère que la météo sera belle aujourd'hui. Oui. Elle est un peu chaude quand même. Amel. Merci Amel. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien, le temps restera relativement chaud aujourd'hui sur une grande partie des régions nord, mais au sud aussi, des températures caniculaires qui peuvent atteindre parfois les 44 degrés. On va commencer par la prévision, un ciel dégagé près des côtes, avec toutefois, c'est la saison des orages sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux. Ouest, centre et est, également vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Gartassili et le sud du Sahara oriental. Et ces orages peuvent donner quelques pluies par endroits tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Gartassili, également le Sahara oriental. Et à noter aussi des vents forts vers le Sahara central, l'extrême sud, qui vont engendrer des monts de sable et la visibilité risque d'être réduite. Donc soyez très vigilants. Donc à noter aussi de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest et centre qui vont bien sûr se dissiper, laissant place à un beau soleil. Alors les températures cet après-midi, eh bien Météo Algérie a prévu un maximum de 39 degrés du côté de Relizane, 37 Lemsen, 35 à Tizi Ouzou, 34 degrés Constantine, 33 à Batna également, 31 al Beyer de Djelfa, 30 degrés cette fois-ci à Naba, 29 Oran, à Intimouchent, également Alger. Au sud, 36 degrés à Gardaïa, 32 Ilizi, 36 également du côté de Biskra et Janet, 37 à Béchar, 39 Insalah, 35 à Tamanrasset, 41 degrés à Adrar, également Borj Bedjimourtar, 43 à Tindouf et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes ouest avec des vents faibles, jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur est et de secteur nord-est sur les côtes ouest. Et bien sûr, on va faire un petit tour, cette fois-ci du côté de l'Europe, où on aura quelques pluies éparses, plus exactement à Berlin, et également du côté de Paris, et un ciel partiellement voilé à Moscou, Istanbul, nuageux à Lisbonne, Madrid, également Londres. Un temps dégagé à Rome. Le mercure affichera 21 degrés à Londres, 23 à Paris, 24 à Berlin, 22 Moscou, 23 Kiev, également Istanbul, 27 à Lisbonne, 30 à Rome et le maximum cette fois-ci à Madrid avec 33 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme d'habitude, on parle un petit peu de l'arrière-plan. Notre arrière-plan, on voit une très très belle région côtière. C'est où d'après vous? Bon, bien sûr, Riyad, il a tout entendu, il va deviner. Écoutez, avec 1400 km, moi je vais pas souffler. Moi, je dis rien. De ce qu'on dit en off, je dis pas. Mais allez, je vais dire l'ouest du pays, mais je ne suis pas sûr. Oui, bien sûr, c'est l'ouest du pays. C'est une région côtière qui se trouve, bien sûr, c'est Intimouchent, qui se trouve à côté donc d'Oran, de Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Dans la région, on dit Tmouchent, hein, c'est comme ça qu'on dit. Tmouchent, d'accord. En tout cas, il y a de super belles plages de ce côté-là. C'est une très belle ville aussi qui accueille énormément de touristes et qui a une histoire aussi. Hein. Il faudrait un jour qu'on s'y intéresse de plus près. En tout cas, une belle histoire phénicienne, comme on dit, et voilà. On aura l'occasion donc peut-être d'y aller. Oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Ça donne faire envie, un direct du Bonjour d'Algérie de là-bas, Inch'Allah. Voilà. Oui. Merci beaucoup Amel. On vous laisse apprécier la rubrique de Riyad Blahdim dans un petit moment. Je sais que vous attendez avec impatience les résultats sportifs du championnat. En tout cas, avec la météo et les images de Tmouchent, ça ne donne pas envie de travailler. Voilà. Ça donne envie d'aller en vacances. Tout à fait, tout à fait. Allez, c'est tout de suite, juste après cela, pour la rubrique de Riyad Blahdim. Alors, Riyad, beaucoup d'actualités, une belle actualité cette fois-ci pour l'Inde.
Eh bien, écoutez, c'est un week-end où on a tout passé dans une salle, même s'il faisait beau. C'est dommage, hein, parce qu'il faisait très très beau. Hier, c'était en direct sur Canal Algérie. Magnifique finale inédite du championnat de handball, excellence messieurs, c'est-à-dire l'élite, entre deux protagonistes qui n'avaient jamais remporté de titre de champion d'Algérie. On va regarder dans quelques instants les images. Regardez cette joie. Ils savent qu'ils sont en train de vivre un moment historique. Ils perdaient pendant tout le match les Oranges de l'Olympique d'El-Oued. Et là, ils sont devant avec 2 buts d'écart. Et ils vont résister, ils vont marquer. Zemmouchi, le gardien d'El Biar, n'aura rien pu faire. Même Berkous, la star de cette équipe d'El Biar. Et voilà l'entraîneur qui exécute des pas de danse. Hein. Voilà, il était euphorique hier, il avait du mal à cacher ses larmes et la joie. Et ce premier titre pour la ville d'El-Oued, qui a dû veiller très tard et défiler dans les rues d'El-Oued, c'est historique. C'est la première fois qu'un club du Sud remporte le championnat. Ce que vous disiez, c'est vraiment historique. C'est magnifique, très très belle équipe. Hier, avec mon consultant, on a commenté le match avec Faisal Hashmi, qui disait que cette équipe d'El-Oued était une vraie combattante. Ils n'ont rien lâché. Ils étaient menés tout le long du match. El Biar était favori sur le papier. Et au final, ils raflent ce titre vers la fin. Alors, il restait 2-3 minutes et le match a basculé. C'était une superbe finale. Dans la petite finale juste avant, c'est Intouta, champion il y a 2 saisons, qui remporte la 3e place dans la petite finale qu'ils ont joué dans cette salle Harsha. Intouta qui prend la 3e place aux dépens de Saoura. On va rester dans la salle, pas la même. On va monter un petit peu dans les hauteurs. Le handball, c'était à Harsha. On monte un petit peu au complexe Mohamed Boudiaf du 5 juillet à Del Ibrahim, à la Coupole, où s'est joué un jour avant les finales de futsal, le football en salle. On va regarder dans quelques instants avec Ali Radia, notre script qui va lancer les images. Aqbou qui excelle au niveau de la fin. Ça, c'est les messieurs de l'AC Osium, sacré donc chez les seniors messieurs. Ils remportent la 7e édition du championnat national de futsal en battant Nasr Bouloura, le club sportif, 3-1 dans cette finale au complexe Mohamed Boudiaf. Voilà la joie des garçons. C'est le premier titre de Osium, qui est un club basé à Aqbou, qui réalise un doublé historique moins d'1 mois après avoir remporté, cette même équipe a remporté la Coupe d'Algérie. C'était le 2 mai dernier face à Bermond Raïs au tir au but. Ça, c'est pour les messieurs. Alors, on vous dit tout, on va recaler les images des filles dans quelques instants. Osium, finaliste malheureux des playoffs la saison dernière, remporte cette saison donc le titre en futsal. Et puis chez les dames, première édition de foot féminin en salle. Et cette fois-ci, revenu aux filles. Devinez de quelle ville? De Aqbou, bravo Elsie. C'est excellent. Je savais dit qu'elle attendait. Et voilà, c'est la fin, victoire. Donc 7-5 pour le CF Aqbou face à Khroub, le club constantinois. Et voilà, c'est la fête pour le foot en salle, pour la ville d'Aqbou, pour les garçons et pour les filles. Bravo donc pour les filles pour avoir remporté ce titre. Et super, je salue Radia pour l'enchaînement. Parfait. Voilà donc pour les... Alors c'est les mêmes règles pour le foot en salle? Oui, c'est assez simple. Voilà. C'est plus petit. C'est les règles d'un terrain de handball. C'est du foot sur un terrain de handball avec les règles du football. C'est assez spectaculaire. C'est pour... il y a beaucoup de joueurs de football reconvertis ensuite dans le futsal. Le même temps? C'est pas le même temps. C'est moins. Parce que ça va plus vite, c'est plus fatigant. Les 1 contre 1, les dribbles, les contrôles, les frappes, c'est assez spectaculaire. Allez, vous pouvez rentrer sur YouTube et regarder quelques séquences de futsal. Les Brésiliens sont très bons à ce sport parce qu'ils adorent faire les petits gris-gris, les petits dribbles et tout, dans les petits espaces. C'est un exercice. C'est assez spectaculaire. Voilà, donc bravo pour les filles et les garçons d'Aqbou. Voilà, vous avez fait le tour. On va rester un petit peu dans le football. Dernier mot, l'équipe nationale, dans ce mois de juin, en regroupement, les joueurs continuent d'affluer à Sidi Moussa, match amical à Constantine, le 5 juin. C'est vous qui me l'annonciez avant le début. Oui, bien sûr. Allez, fièrement, je vais dire que c'est Rwanda, Algérie-Rwanda. Voilà, alors après Constantine, direction de Copenhague, puisque 5 jours après, ce sera face à la Suède que l'Algérie va jouer son dernier match avant les vacances. Voilà, bien sûr. Et puis, on rappelle aussi le championnat, quand même, que la JSK a gagné.
Alors, non, la JSK, le CRB et le Mouloudia, on va en parler ce soir dans Canal Foot, jouent encore pour le titre, même si le Mouloudia a une longueur d'avance. Après match nul à Saoura, il lui restera 2 matchs à la maison. Et puis rapidement, un dernier mot sur la Champions League avec victoire pour la première fois du PSG version Qatari après 14 ans. L'équipe qui est possédée donc par le consortium Qatari, emmené par le président. Alors, ce qui a marqué le match, vous le disiez tout à l'heure. D'abord, c'est le 5-0, c'est historique. Jamais une finale de Champions League n'a vu un tel écart, le plus gros score de l'histoire de la Champions League. Et puis, un hommage. Moi, pour ma part, chapeau bas aux supporters du Paris Saint-Germain qui ont rendu hommage à la Palestine avec des tifos Free Palestine, libéré Raza. Et également fustigé avec des noms d'oiseaux l'entité sioniste. Et bravo à eux, ils ont fêté ça en scandant la liberté de la Palestine à Munich, où s'est déroulée la finale, à Paris, où ils ont regardé également cette finale. Bravo aux supporters. Bravo en tout cas aux supporters. Merci à vous, Riyad. On vous laisse repartir. Et puis, bien sûr, ce soir, on vous suivra. Allez, piquer une tête. Pourquoi pas? Allez, c'est bien loin, mais bon, bonne journée je sais que vous avez du travail. Allez, merci beaucoup, Amel. On vous laisse repartir en musique comme à chaque fois avec le groupe Day. Et bien sûr, cette chanson, Ajrulia. مالي شفتها يا الخوات شوكيت حبست الفوت موراها جريت قالوا لي تسكن حومة لاكار ما فهمت والو عقلي طار حكمتني الخلعلوني صفار سلفو خدود مدبلت الاشفار وجريت عند بنات الحومة سقسيت في داك المرسم انا كنبيت باش نجيب لا دريسة تاع الدار سقسيت الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زي قمار ما لقيت حد يطفي لهيب النار اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولات الخدود العكريه اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولات الخدود العكريه اي ولي اي ولي ولي يا زهري ولي اي ولي ولي وانا رايح ولي يا زهري ولي ما بقيت جبت لا دريسه تاع البيت درت الريحه واستكيت قمت البابا نقضي صلاح لقيته زعفان في وجهي صاح جيب الوالدين بالجمعة صباح ولازم في العين تبدا تجري صبحت بالكوستيم والباتيسري والورد على كل الوان نشري كنا في الميعاد على البكري قال لنا باباها الشرط الويس الخدمة باينة شوية دوفيس والسكنة عندنا شرط عزيز اجلوا ليا يا ناس اجلوا ليا بدات القلب ولات الخدود العكرية اجلوا ليا يا ناس اجلوا ليا بدات القلب ولات الخدود العكرية اي ولي اي ولي ولي يا زهري ولي اي ولي ولي وانا رايح ولي يا زهري ولي كيفاش ندير شيخ دو بياس كويزين كيما قال المرحوم وين نديرك يا زين وانا فنان وعلى حاله مغلوب عندي جيطارة وقلب حنين وجيبي متقوب اصطمت المير الدوسي وشوية شيتا قال لي لازم تكون مزوج وانت وظهرك في الليستا وخرجت من الدم وانا حالي مقهور وليت القهوة والفوت وفي الحومة ندور يا وعمر الزين ما
De retour sur notre plateau, j'espère que cette chanson vous a mis en super forme. En tout cas, pour continuer à nous suivre, eh bien, ça vient tout juste de commencer. Encore une fois, avec un plateau très riche, très intéressant, des amis qui reviennent chaque dimanche et surtout les rubriques, bien sûr, à présenter. Ania, bonjour. Bonjour, Amal. Ania serait dans sa rubrique bien-être, c'est ça, santé et bien-être. Bien-être. Bienvenue parmi nous. Et Samira, bien sûr. Bonjour à tous. Écume et patrimoine. Aujourd'hui, Oui. vous allez nous parler des enfants et l'art naïf. Plutôt. D'une enfant peut-être qui restera toujours une enfant Baya. dans l'esprit du commun de tout le monde. Baya Fatma Haddad, Baya Mahieddine, Exactement. l'artiste peintre. Tout à fait. Et une amie aussi qui revient aujourd'hui avec grand plaisir, c'est Aïda. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. On est heureux de vous retrouver. Merci, je vous remercie. Je viens prendre un peu de bien-être et puis beaucoup de culture. Voilà. Et je me ressource. Tout à fait. Avec cette lourde fonction que vous portez si bien, en tout cas à travers donc votre métier de psychologue et surtout donc vous représentez l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Tout à fait. Et si vous êtes là, c'est pour justement parler de cette journée mondiale de l'enfance aujourd'hui. Alors vous avez célébré cela un petit peu en avance hier, avec jeudi aussi. Voilà, c'est pour préparer un peu nos enfants par rapport aux activités, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'événements aussi cette année. Pratiquement, c'est tout le monde qui s'implique à fêter, à offrir un peu ce cadre aux enfants pour qu'on puisse revenir avec quelque chose qui peut leur rendre hommage, mais qu'on puisse faire le bilan, leur offrir le spectacle qu'il faut, mettre les points, travailler surtout avec le mouvement associatif et puis remercier tous les gens qui sont là et consolider un peu l'effort entre nous tous. Et accompagner les enfants, les encadrer, leur offrir le loisir qu'il faut et surtout l'éducation qu'il faut, les accompagner, les aider à grandir comme des adultes responsables ensuite, c'est cela? Avec des bons souvenirs. C'était un peu notre expérience hier. Regrouper les enfants de plusieurs secteurs, de Forum par exemple, les orphelins de Ben Talha, les enfants aussi des centres, les CPP, les centres de psychopédagogiques, les enfants handicapés, les enfants de l'Keshafa, les scouts algériens, musulmans, les enfants aussi d'autres crèches, avoir le cocktail de tous ces corps pour qu'ils puissent vraiment vivre un spectacle, c'est le meilleur moment pour leur offrir des souvenirs, surtout si ça s'organise comme l'a fait d'hier au Théâtre National algérien, Bachtarzi. Ça revient et ça trace un tout petit peu des moments forts pour l'enfant, pour qu'il puisse comprendre que si la présence des ministres, et on les remercie vivement, Madame la déléguée nationale de la protection de l'enfance, Madame la ministre de la solidarité nationale, de la famille et des conditions de la femme, Monsieur le ministre de la jeunesse, leur présence ainsi que tous les cadres des institutions témoignent à quel point la présence de ces institutions à travers les leaders dans ce programme qui est dédié à l'enfant pour qu'il puisse vraiment organiser ce volet participatif. Voilà. Comment on peut... Ah oui, c'était vraiment passionnant, surtout que les spectacles étaient déjà des spectacles faits par enfants. On revient à la troupe Ahl El-Fen, la troupe Louis M, à Pipo aussi, comme artistes sur la scène qui étaient là dans le contact direct avec les enfants, dans la joie, l'échange. Et puis voilà, c'était l'enfant pour l'enfant. Voilà. Et je crois que si je parle de cet événement, moi je dirais il y avait des ateliers. Et les ateliers des différentes institutions, c'était un espace ouvert pour permettre aux responsables, aux cadres, de donner la parole à l'enfant et puis de leur expliquer et puis de rester dans cette continuité, dans cet échange qui est le vrai cadre. C'est donner la parole à l'enfant, l'écouter, construire avec lui. Et le lui protéger permettre... surtout. Absolument, absolument. Protéger, c'est le sensibiliser par rapport à ses droits, le sensibiliser par rapport à tous ces outils de signalement aussi. Aujourd'hui, s'il y a atteinte à ses droits, c'est comment faire, quelle est la procédure, quelle est la démarche à faire et comment vraiment ouvrir pour les protéger. Je crois qu'aujourd'hui, à travers ces événements, on revient juste pour placer les mots et pour dire que voilà, ça existe chez nous, que c'est très fort, c'est un engagement très très fort aujourd'hui. C'est une responsabilité commune. Absolument. Oui, l'enfant qui est un enfant
fragile, qu'il faut absolument protéger, qui pourrait être en difficulté et qui pourrait être aussi dans une famille tout à fait normale et être équilibré, bien sûr. Mais avant, il faut toujours le sensibiliser. C'est ce que vous avez toujours fait. À chaque fois que vous veniez dans notre émission, il y avait une thématique autour donc, de l'enfance pour essayer de toucher à tous les points qui peuvent entourer l'éducation, l'enfant, son évolution à travers, bien sûr, la société. Et ça, c'est important de toucher à chaque fois un thème. C'était, je crois que, et ça c'est le rôle des médias aussi, il y avait un échange extraordinaire, ça nous a permis de frôler, de travailler avec des thématiques clés, mais aussi c'est pour briser un peu les tabous. Il y avait un non-dit, il y avait quelque chose qui était peut-être qualifié comme bonne pratique, mais après avec le temps, avec les études, avec l'évolution, avec ce qu'on a gagné dans l'engagement des familles. Aujourd'hui, c'est des familles, des pères qui sont derrière et des mères qui sont derrière leurs enfants, qui cherchent le meilleur pour un bien-être. Voilà qu'aujourd'hui le bien-être rubrique s'installe. Ce cadre énorme vient justement d'une réflexion, d'un début d'une thématique abordée, étudiée. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, on récolte quelque chose qui a été déjà travaillé dans plusieurs années. Travailler ensemble dans un cadre de concertation pour qu'on puisse vraiment dire les choses, fêter et travailler les thématiques ensemble, je crois que ça ne se faisait pas bien avant. Aujourd'hui, on a la facilité de pouvoir dire que tout le monde, voilà. Au sein de l'organe, justement, il y a un bel accompagnement des médias, justement, pour suivre tout ce que vous faites, pour essayer donc de protéger l'enfance, cette enfance si fragile aussi, qui pourrait peut-être basculer et qu'il faut absolument encadrer. Tout à fait. Mais je crois que votre présence déjà dans tout le programme et le plan d'action de l'organe national a témoigné à quel point on avance vraiment très fort. On parlait juste des textes de loi, comment vraiment on peut parler de ces conventions, de ces institutions, de ces lois comment les appliquer, comment les mettre en place. La protection de l'enfance, l'enlèvement de l'enfant, la traite des personnes. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment bougé dans ce cadre juridique, mais aussi il y avait les outils. Aujourd'hui, on vient parler de ces projets, de ces outils. Parmi ces outils, par exemple, Alotofula qui devient sur les smartphones, sur les téléphones comme application pour pouvoir vraiment approcher l'enfant avec ce volet moderne, on va dire, avec ce fléau qui est dans leur de tendance. Aujourd'hui, on est dans un monde très rapide. Bien sûr, à double facette, on va dire. Absolument. La technologie qui est au service de tous, mais qui pourrait peut-être aussi être un danger pour les enfants qui sont aussi exposés à toutes ces craintes donc des adultes. Tout à fait. Et peut-être, voilà qu'on va lancer le projet de la cellule de veille qui est le signalement, mais à travers les réseaux sociaux pour qu'on puisse vraiment travailler comment on peut les protéger de ce monde virtuel dans lequel on peut retrouver nos enfants. Aujourd'hui, je crois que si on peut placer ces phrases, c'est dans la joie et dans la gaieté, c'est dans cet échange. On peut parler de la souffrance, du mal, du besoin réel, de ces thématiques lourdes pour les familles qui souffrent énormément. Aujourd'hui, j'ouvre juste la parenthèse par rapport aux enfants autistes, par rapport aux enfants IMC, par rapport aux enfants de la Lune. Il y a beaucoup de thématiques. Toutes les thématiques que nous avions abordées à l'époque, autour des dyslexies, etc. Tout ce qui touchait autour donc, de la santé de l'enfant, ça c'était important aussi, de pouvoir aider aussi les parents à mieux comprendre, bien sûr, ces pathologies. Mais aussi le programme pour installer quelque chose qui va de soi pour répondre à ça. Et je crois que c'est tout, ça se chapeaute par c'est un canevas de travail. Et puis voilà qu'aujourd'hui on parle du plan national de l'enfance qui est après les assises nationales, vient justement témoigner pour vraiment souligner l'apport et puis l'utilité de pouvoir instaurer ça dans un plan de travail très sans pour autant les manipuler. Absolument. Ça, encore une fois,
c'est une grave dérive au point donc, de pouvoir manipuler un enfant, que ce soit dans les publicités, que ce soit bien sûr à tous les niveaux. Hein. Oui. La traite, c'est anormal de trouver... des enfants qui travaillent. D'abord qui mendient, c'est pas normal. Il y a des parents qui font travailler leurs enfants pour ça. C'est anormal qu'il y ait... il y a plein de petites choses qui sont rentrées dans le quotidien qui ne devraient pas exister. Un enfant ne doit pas travailler. Il doit vivre, bien vivre, essayer de lui donner un foyer minimum et beaucoup de choix. Tout à fait. Et bien sûr, l'organe est là pour essayer donc d'accompagner ces enfants. Vous êtes sur le territoire national. Vous travaillez avec les différentes cellules, hein, que ce soit bien sûr, il y a la police, il y a la gendarmerie. Tout cela travaille en corrélation pour essayer de vous accompagner. Hein. Justement, puis le service des milieux ouverts pour l'enquête, les juges des mineurs, l'une des thématiques, bien sûr, là vous travaillez de l'exploitation économique des enfants et on essaye de séparer vers l'enfant, mais voilà que l'une des thématiques phares, et voilà, on peut dire aussi la violence, les enfants victimes de violence dans toutes ses formes. Les enfants disparus. Tout à fait. Donc voilà qu'aujourd'hui on fait le lien justement pour qu'on puisse porter ça, apporter, signaler et puis sensibiliser aussi les institutions, les juges des mineurs surtout, pour intervenir quand il s'agit de dangers éminents pour protéger nos enfants. Bien sûr, ce sont des sujets graves qu'il faut absolument bien sûr les évoquer et en parler, sensibiliser. Alors on rappelle juste que hier c'était la célébration, vous les avez célébrés puisqu'aujourd'hui c'est la journée, donc c'est le BM, donc vous n'avez pas pu célébrer cela aujourd'hui, les enfants vont à l'école et ils ont des examens, mais sinon c'était une journée particulière aussi qu'il fallait surtout signaler autour donc de l'amour du pays. C'est important, c'était la thématique. Mais voilà qu'on revient aujourd'hui pour parler, pour justement mettre au devant un tout petit peu notre amour à notre patrie et comment l'enfant aussi il peut participer dans tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, sa participation c'est l'un des droits fondamentaux de l'enfant et puis comment ça se réalise? Ça se réalise à travers ces parenthèses dans lesquelles on lui donne la parole pour qu'il puisse vraiment dire les choses. Et je crois que Maïssa, l'ambassadrice de l'organe national que vous connaissez très bien, elle est aussi qui est notre artiste avec elle aussi un ambassadeur de Blida et ils ont pris la parole. Ce n'était pas le chapiteau, ce n'était pas le travail ou l'atelier de l'organe national, mais c'était les ambassadeurs des droits de l'enfant de l'organe national qui ont pris la parole et je vous assure qu'ils ont émerveillé le public parce qu'ils avaient leur cœur, ils croient, ils parlent à l'enfant d'une manière vraiment très très différente. Cette fierté, être ambassadeur comme ça, et la fierté de porter la parole et puis le dire comme artiste, comme enfant, comme quelqu'un qui porte message. Et ça, ils sont en train de plaidoyer justement pour qu'ils puissent gagner plus de terrain avec les enfants. On est fiers en tout cas de tous ces enfants qui réussissent en tout cas à montrer le bon chemin à d'autres enfants pareillement. Eh bien, merci beaucoup Haïda, vous allez rester avec nous. On va s'intéresser à l'art encore une fois avec Samira. Dans un tout petit moment, elle va elle aussi nous parler donc de cet art naïf et d'une dame qui elle aussi était une jeune enfant et qui a commencé toute jeune. Tout de suite, on va parler donc Écume et patrimoine aujourd'hui à travers l'art naïf. Samira, vous avez été inspirée par Aïda? Oui, beaucoup. Pour l'exploitation, exactement. L'exploitation des enfants, les faire travailler, les projeter dans la rue avec des adultes, pas toujours fréquentable, j'ai envie de dire. Je cherche le mot, chercher le bon mot. Donc moi, c'est Baya en premier à laquelle je pense. Quand je vois les œuvres de Baya, je suis scotchée. Je n'arrive pas à... Elle en a des milliers, je ne sais pas. En réalité, on ne sait pas exactement combien elle en a, puisque c'est malheureusement éparpillé dans le monde et c'est aussi malheureusement l'artiste la plus copiée au monde. C'est d'accord. Oui, elle est victime de son succès. Elle est victime de son succès. Baya, c'est son vrai nom, c'est Fatma Haddad. Baya, c'est elle qui a choisi ce nom d'artiste, j'ai envie de dire. Elle est née à Borj Kifen. Elle a été orpheline très jeune. Elle a d'abord perdu son père en 1937, donc elle est née en 1931, donc tu vois, elle est très jeune. Et sa mère se remarie, elle va vivre un temps en Kabylie,
Et ensuite, sa mère va mourir. Donc, ça lui fait un double traumatisme. Elle se retrouve chez sa grand-mère. Sa grand-mère travaille dans une ferme à Borj Kifen, une ferme donc horticulture. Baya va exactement. Baya va être, on va dire le mot, c'est la réalité. Hein. Elle va être une boniche, une indigène boniche. Dans une ferme de colons. Elle a à peu près entre 12 et 16 ans. Et c'est là où son histoire va basculer. Il se trouve que la propriétaire de la ferme avait une sœur qui s'appelait Marguerite Kamina, qui va avoir une espèce de, je mets des guillemets, de coup de foudre pour Baya. Elle va la ramener à Alger. Baya à Alger, elle va rencontrer le mari de Marguerite Kamina est un artiste, c'est Marc Ewin. Ouais. Et elle va rencontrer, on va dire, le monde culturel. Baya est une illettrée, n'a pas pu aller à l'école. Et malgré les efforts de Marguerite Kamina, elle n'a pas pu l'inscrire à l'école parce qu'elle a dépassé l'âge. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui payer des cours de français à la maison, à domicile. Elle va essayer de, on va dire, modeler. Baya, elle va lui acheter de la peinture, va lui donner de la poterie. Elle va la laisser s'exprimer. Elle va vouloir à tout prix la laisser s'exprimer. Quand Baya va voir pour la première fois un catalogue d'exposition du British Council où le mari de Marguerite Kamina avait exposé, elle va vouloir copier c'est la première fois qu'elle voit un magazine, des images, des fleurs, elle a été tout ça. Imprégnée. Kamina lui a demandé de ne pas copier, d'essayer d'avoir son propre, de dessiner ce qu'elle perçoit, d'essayer de transcrire son imaginaire. Et ce qu'on voit, on voit cette femme, on voit ces deux femmes, on voit ces instruments de musique, ces oiseaux, ce monde, ce que Tahar Djaoud a décrit comme étant la Sherazade des Mille et une nuits, ce que André Breton, qui a beaucoup contribué au début de l'histoire de Baya, puisqu'il a signé le catalogue de l'exposition de 1947 à la Galerie Mag, donc à Paris, où Marguerite Kamina avait réussi à faire exposer Baya. Celle qu'on voit à l'écran, c'est Anissa Bouayed. Elle est historienne et chercheur, commissaire d'exposition. Elle a participé à une exposition récemment à Lima sur Baya. Et elle dit, il est triste, ou elle refuse à la limite, que l'on puisse définir l'art de Baya comme étant de l'art naïf ou encore de l'art brut. Elle aurait souhaité qu'on parle d'un art, pour elle, on ne peut pas l'identifier. Cet art. C'est Baya, c'est sa perception, c'est son monde, c'est ce qu'elle a ressenti, c'est la perte de sa mère en premier, c'est son attachement filial qui est parti trop tôt. Elle a souffert. Ses repères, en fait, en quelque sorte. Elle a perdu sa mère, son père, d'abord sa mère, elle est femme de ménage, elle va changer d'environnement, elle va subir des violences, puisqu'à chaque fois qu'elle devra rendre visite à sa famille, elle va subir de la violence de la part de son oncle. Kamina Marguerite va se battre pour l'adopter, et encore, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas, on est dans les années 40, il y a eu le 8 mai 45, les Algériens n'ont pas statut, ils sont toujours dans l'indigénat, et donc c'est un peu un monde... En tout cas, elle a marqué l'art plastique algérien, bien sûr, à travers ses œuvres, et surtout elle a inspiré d'autres enfants. Elle a inspiré d'abord Picasso. On a l'impression que c'est des dessins faciles, donc faciles à reproduire. Les enfants peut-être ont essayé donc de faire pareil. En tout cas, l'art des enfants. C'est la première. Elle a créé cet art. Bon, on le refuse en tant qu'art naïf, mais beaucoup le considèrent comme art naïf. Très bien. Mais elle a inspiré Matisse, elle a inspiré Picasso qu'elle a rencontré quand elle était en France. Elle a inspiré Un Monde Fou. Elle a inspiré Sénat qui a utilisé ses illustrations pour Bourhala. Elle a inspiré le monde entier, Baya. Et elle est partout. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup sont dans des collections privées à l'étranger. On ne sait même pas chez qui. Et dans beaucoup de musées en France aussi et ailleurs. Dommage. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Voilà, ça c'est son livre. Eh bien, on va rester dans les couleurs des enfants. On va donner la parole surtout à Anya aussi, qui va nous parler donc de l'enfance tout de suite, pour parler bien sûr de l'alimentation chez l'enfant. Voilà,
alors l'alimentation chez l'enfant, c'est important, n'est-ce pas, Ania? Évidemment, évidemment, on est ce qu'on mange et l'enfant, plus particulièrement, d'ailleurs je voulais commencer par cette célèbre phrase chez les médecins et les étudiants en médecine, l'enfant n'est pas un adulte miniature, c'est un être en développement, il a ses particularités, ce n'est pas juste un adulte qui est miniaturisé, le métabolisme est différent, la croissance, exactement, et tout ça, ça demande certaines spécificités pour l'alimentation, même si globalement c'est les mêmes principes de base, c'est-à-dire respecter dans l'assiette qu'elle soit une assiette santé, qu'il y ait les macronutriments nécessaires et les micronutriments nécessaires, on le rappelle, protéines, glucides complexes, les bons lipides et tous les micronutriments, tout ce qui est fer, zinc, sélénium, vitamines, donc tout ça qui vont être nécessaire pour son développement, sa croissance. Donc on va d'abord parler de la croissance normale, un enfant qui grandit normalement, qui mange normalement, qui a une alimentation qui est diversifiée, c'est le plus important, pour avoir tous les nutriments, les micronutriments et les macronutriments essentiels à sa croissance, il faudrait ramener tout ça de plusieurs aliments. Et les parents ont tendance à avoir une petite mauvaise habitude généralement, c'est que si l'enfant ne mange pas tel ou tel aliment, ils vont tendance à favoriser les aliments qu'ils mangent, c'est-à-dire qu'ils préfèrent. Ils savent qu'il ne va pas manger ça, donc je ne vais pas le préparer, je vais préparer ce qu'il a tendance à aimer. Si l'enfant aime les pâtes, ils vont lui donner tout le temps des pâtes parce que c'est tout ce qu'il veut manger. Avec le super index glycémique élevé, c'est pas vraiment top, mais voilà. Non, il faudrait diversifier, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire un autre plat, peut-être qu'il faudrait quand même lui proposer, ne pas forcer un enfant à manger, mais ne pas insister peut-être pour qu'il finisse son assiette, mais insister pour qu'il goûte à différents plats. Car c'est avec l'habitude, c'est avec le fait de lui mettre le plat devant les yeux, de lui faire goûter, qu'on l'éduque au goût. Oui. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Comment faire aimer les légumes aux enfants? Eh bien, sachez que quand l'enfant, c'est-à-dire sort de cette période d'allaitement qui est nécessaire, on ne le dira pas assez, on parle de l'âge scolaire. Là, on est en train de parler de l'âge scolaire, car avant 2 ans, 3 ans, c'est l'allaitement maternel qui est mis, on met l'accent sur ça. Voilà, en premier. Favoriser, voilà, mais c'est en âge scolaire, il a besoin de goûter et de s'éduquer au goût. Et si on n'a pas fait rentrer les aliments industriels, trop de sucre à son alimentation, il aura tendance à préférer les légumes. Il aura tendance à manger facilement les légumes. C'est le fait de lui proposer des aliments trop gras, trop sucrés, qui va perturber cette facilité finalement d'aller vers des aliments sains. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation au goût. Donc quels sont les nutriments, les macronutriments et les micronutriments qu'on va plus viser pour une bonne croissance? Déjà le calcium. Tout le monde va penser directement au lait. Bon, il y a autant d'avis de nutritionnistes, de nutrithérapeutes que de nutrithérapeutes et de nutritionnistes. Moi, étant médecin et nutrithérapeute, j'essaie de faire cette synthèse en tant que maman aussi, de présenter les choses un petit peu différemment. Le lait est assez controversé depuis les dernières années. C'est-à-dire que pour l'adulte, on va dire qu'il faudrait en prendre moins, pas d'excès de lait. Même pour les enfants, même si c'est très riche en calcium et que ça a ses bienfaits, pas d'excès, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui le tolèrent mal. Il y a beaucoup d'intolérance au lactose, de plus en plus d'allergies, et j'ai juste envie de dire aux parents, ce n'est pas si grave tant qu'il y a un apport en calcium à côté. Par exemple, les yaourts nature, on peut ajouter un peu de miel, on peut ajouter des fruits, on peut les rendre plus intéressants, plus goûteux. Les yaourts, grâce à la fermentation, sont meilleurs et donnent moins d'intolérance, moins d'allergies que le lait. Donc s'il ne prend pas de lait et qu'il prend un yaourt nature, ce n'est pas si grave. S'il compense cet apport en calcium
ailleurs. On va donner quelques exemples. Les sardines, par exemple, avec leurs arêtes, si elles sont toutes petites, c'est riche en calcium. Moi, j'étais petite, je mangeais les arêtes. Si elles sont toutes petites. C'est bien grillé, peut-être. Voilà, ça peut passer. Il faut juste bien mâcher pour éviter quand même les fausses routes. Mais les sardines, par exemple, contiennent du calcium. Le brocoli, les épinards, les légumes verts contiennent du calcium. Donc, on peut aller le sésame bio, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de... il y a quelques problèmes avec le sésame qui n'est pas bio, mais il y a une source de calcium, il y a des sources de calcium différentes. Si l'alimentation est assez diversifiée, s'il y a assez de légumes verts, et un yaourt pourrait très bien faire l'affaire à la place du lait ou des fromages généralement, sauf si c'est un fromage frais, ça passe aussi. En général, les enfants, ils aiment bien les yaourts. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est plus pour rassurer les parents. On peut très bien remplacer le lait qui donne beaucoup d'intolérance. Et le lait, d'ailleurs, pour les personnes qui en prennent, il faut le faire bouillir, même s'il est déjà pasteurisé. On ne le rappelle pas assez. Il y a pas mal d'hormones dedans. C'est, comme je l'ai dit, assez controversé. Mais encore une fois, il y a des solutions et d'autres sources de calcium. Un autre micronutriment sur lequel on va mettre l'accent, c'est le fer. Il y a beaucoup d'enfants qui font des carences en fer pendant la période de croissance, qui font des anémies, et donc le fer est important. Il faudrait toujours veiller à ce que l'assiette de l'enfant soit riche en fer. On ne le trouve pas que dans les viandes. Voilà, on le trouve aussi dans les lentilles, dans les légumineuses, les haricots aussi. On le trouve dans des sources végétales. Mais les sources végétales, il faudrait rajouter de la vitamine C qui va aider à mieux absorber le fer non héminique, c'est-à-dire le fer végétal et non pas le fer héminique. Il y a aussi les protéines qui sont des macronutriments et les glucides complexes. Il faudrait que l'assiette de l'enfant en contienne le plus régulièrement possible. L'alimentation n'est pas comme les médicaments. Vous voyez, vous prenez tel aliment, vous avez cet effet. C'est vraiment des habitudes au long cours. C'est-à-dire cas par cas. C'est ce qu'on mange tous les jours. C'est un effet cumulé. C'est-à-dire les aliments que vous consommez tous les jours font votre santé ou pas, font une bonne croissance ou pas. C'est vraiment le fait de veiller à ce que l'alimentation soit saine majoritairement, sans frustration. Une pizza de temps en temps, on n'est pas contre, surtout que les enfants, si vous les privez d'un aliment que tout le monde mange, comme par exemple des pizzas ou des frites, ils vont en faire une fixation. Ils vont vouloir à tout prix prendre cet aliment-là. Voilà, et on ne sait pas ce que ça va donner à l'âge adulte, donc pas de frustration occasionnellement. On peut sortir de l'alimentation saine, mais majoritairement, il faudrait que l'alimentation rentre dans le cadre de cette assiette saine. Pour les examens, on va parler un petit peu. J'allais vous poser la question, quel est le bon aliment, surtout le petit déjeuner qu'il faut pour un jour d'examen, par exemple, chez les enfants? Eh bien, c'est la période des examens. Voilà, il faudrait que ce soit léger et nutritif. Pour l'énergie, on va apporter des glucides complexes, de préférence des céréales complètes. Par exemple, une tartine de blé complet, des œufs pour les protéines et aussi pour le bon gras, parce qu'on aura besoin d'oméga 3 pour le cerveau. Les bonnes graisses sont essentielles. Donc là, si on parle de petit déjeuner, c'est tartine de blé complet, c'est du beurre pour le bon gras. Autrefois, ça aurait été mal vu, mais avec les nouvelles études, au contraire, c'est du bon gras. Voilà, avec le vrai beurre avec modération. On va éviter les sucres rapides au maximum car ça va donner une augmentation de la glycémie et donc une réponse insulinique qui va engendrer une fatigue juste après, une énergie rapide et après une fatigue. Donc on va essayer de miser sur les sucres longs, c'est-à-dire les céréales. Pour le déjeuner, je vais dire du riz complet. Encore une fois, il faudrait qu'il y ait des glucides. Il faudrait qu'il y ait des légumes et je miserai sur les oméga 3, tout ce qui est sardines. Vous n'aimez pas les sardines? Non. Ah oui, non. Je me rappelle. C'est bien. J'ai noté ça. Les sardines en boîte ou là, les sardines tout court, en général. Les sardines grillées, c'est parfait. Il y a des oméga 3 dedans. Donc, va pour le poisson vers les fruits de mer car c'est très riche en oméga 3 et c'est très très bon pour le fonctionnement cérébral. Les glucides complets, ça peut être que ce soit un couscous complet, au blé complet, que ce soit du pain au blé complet, le riz.
C'est bon. Le riz complet, on va essayer de se méfier des poissons, des gros poissons, car il y a beaucoup d'intoxications au plomb, voilà, qui sont intoxiqués au plomb. Il y a certaines petites astuces. En plomb, voilà. Il faudrait les faire bouillir, de préférence, les faire bouillir, les faire cuire à la vapeur, pardon. Y ajouter du persil qui est considéré en nutrithérapie comme une forme de chélateur de plomb, donc ça va réduire la teneur en plomb. Donc c'est des petites astuces comme ça. Voilà, surtout pour les poissons, c'est un bon aliment à ajouter. C'est riche en plus en vitamines, donc ça va renforcer cet aspect nutritif de l'assiette. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et il paraît qu'il faut laisser les enfants jouer dehors, jouer dans la terre, etc. pour renforcer leur immunitaire. Il paraît qu'ils sont plus protégés. Oui, exactement. L'air libre surtout, la nature, tout ça, ça laisser quelquefois manger des petites... marcher pieds nus, prendre quelques microbes pour renforcer les défenses immunitaires. Bon, peut-être que c'est vrai, en tout cas, voilà. Pour certains. Surtout, veiller à surveiller toujours la courbe de croissance de l'enfant. Ça, c'est déjà fait généralement par le médecin de famille ou le pédiatre. Surveiller aussi les comportements alimentaires pathologiques. Il y a des enfants qui souffrent d'anorexie, d'autres de boulimie. Faut surveiller tout à fait. Ça peut être génétique, tout comme ça peut être lié aux émotions et au bien-être de l'enfant. Un enfant, ça ne suffit pas pour sa bonne croissance qu'il ait une bonne alimentation. Il faut veiller aussi à son bien-être psychologique. On vient d'en parler ici. Si je peux aussi donner mon avis, l'école est très importante. Veiller à ce que l'école s'améliore. On peut être des leaders en ça. On n'est pas obligé d'attendre que le monde change l'école. L'école devrait changer. Il devrait y avoir plus de sport. Il devrait y avoir plus d'art, plus de jeux. L'enfant apprend en jouant, en s'amusant. Et le bien-être est très important pour que l'enfant ait envie de mieux s'alimenter et grandir sainement. Merci beaucoup Ania, ça a été de bons conseils ce matin et j'espère que tous ceux qui nous ont suivis ce matin ont apprécié en tout cas tous vos conseils et surtout encore une fois on rappelle que tous ces enfants sont en tout cas les enfants qui doivent grandir dans un monde meilleur. Merci beaucoup Samira, merci beaucoup Haïda, toujours un grand plaisir de vous revoir. J'espère donc qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres thématiques, Inch'Allah. En tout cas, bonne chance pour tout ce que vous faites sur le terrain. Voilà, à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, on vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est un hommage à tous ces enfants palestiniens qui souffrent, qui meurent tous les jours dans l'indignation, en tout cas dans l'indifférence totale du monde, à travers bien sûr peut-être quelques réactions, mais en tout cas en attendant, ils souffrent de faim, de malnutrition et surtout de bombes à travers donc ce génocide qu'on voit sur nos images. En tout cas, je vous invite à apprécier cette chanson signée Abdul qui chante Raza. On se retrouve juste après. Decades, but I hope for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're preying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same, denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine.
De retour sur notre plateau, nous allons parler aussi des enfants à travers la guerre. Nous allons parler aussi des traumatismes que les guerres font à travers bien sûr des générations, à travers bien sûr des enfants qui sont devenus adultes par la suite, et surtout donc de notre guerre aussi, la guerre coloniale, la guerre aussi qui a tué et qui a aussi endeuillé beaucoup de familles, qui a aussi rendu donc des enfants adultes, mais qui finalement ont gardé un traumatisme terrible étant adultes. Nous allons tout de suite en parler dans la séquence Page d'histoire avec Hassan Arabe. Bonjour Hassan. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, un sujet très dur et grave, puisque quand les guerres touchent aux enfants, c'est terrible, parce qu'ils y sont pour rien. Oui. Ce sont des innocents qui n'ont pas de défense. Et les enfants étaient les premières victimes. Les premières cibles, presque. Les premières cibles et les premières victimes, donc des exactions commises par les colonisateurs français. Par l'armée coloniale française. Donc, pour commencer cette chronique, j'aimerais donc rappeler un fait, une tragédie en fait. Hein. Donc, c'est le 4 mai 1957, on est au Douar Guetna, pas loin de Inti-Mouchent. Oui. Alors, il y a un médecin, lieutenant de l'armée française, donc c'est un médecin de l'armée française, qui va inoculer une substance chimique à 22 enfants. Dont des bébés. Donc leur âge varie entre 1 année et 5 ans. Il y avait 22, donc il y avait 7 filles et 15 garçons qui seront donc tués. Assassinés par... Ça, c'est la liste qu'on est en train de voir de tous ces enfants. La liste parce que c'est une liste qui provient d'un rapport des responsables de la Wilaya 5 à l'époque. Ils ont saisi donc les autorités de la Révolution. À l'époque, c'était le CCE. Et puis, elle sera publiée grâce à Niels Anderson, donc l'ami de l'Algérie. Mais c'est un fait qui reste quand même méconnu dans l'histoire de la guerre de libération. Méconnu, tout à fait, et ça fait partie de ces crimes coloniaux, encore plus graves sur des enfants. Exactement. Donc il y a un autre type de massacre, parce qu'on a fait tuer des enfants, à partir également de... Lorsqu'on a commencé à créer les zones interdites, et puis les centres de regroupement. Nous avons le rapport, donc le rapport de Michel Rocard, où il est dit qu'il y avait plus de 5000 centres de regroupement. Hein, donc c'était des camps de concentration. Chaque jour, il y avait un enfant qui est décédé dans ces camps, pour vous dire. Donc imaginez le chiffre. Tout à fait. De froid, de malnutrition, de maladie. C'est terrible. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui sont morts dans les mechtas, parce qu'on bombardait les villages et en napalm, il y a beaucoup d'enfants qui seront massacrés. Massacrés, aussi sans parents, aussi orphelins. Exactement. Et le drame, vous l'avez si bien mentionné. Ça, c'est Niels Anderson qui a justement dressé la liste, qui a publié cette liste. Elle a été dressée par les responsables donc, du Front de Libération Nationale en Wilaya 5, et c'est grâce à lui que nous connaissons que nous avons aujourd'hui cette liste qui est publiée, etc. Donc, vraiment, c'est important d'avoir ces témoignages et ces listes et ces documents. Nous avons l'âge, les noms et les prénoms de tous ces enfants. Donc, c'est pas une invention. C'est des crimes. C'est un crime abject. Alors, il y a un autre type vous l'avez souligné, c'est les traumatismes. Les traumatismes, il est question de plusieurs types de traumatismes. Il y a des enfants qui ont assisté à la mort de leurs parents. Il y a des enfants qui ont assisté à la torture de leurs parents. Il y a un livre qui a regroupé plusieurs témoignages publiés par les éditions donc engagées, les éditions François Maspero, qui a publié un certain nombre, ils ont recueilli, ils étaient plusieurs à recueillir donc des témoignages des enfants pendant la guerre de libération nationale, qui faisait part, par exemple, du drame, comment certains, par exemple, il y a un enfant à Mchria. Ça, c'est le Tiramar, Nous allons revenir, parce que la France a utilisé le plastique pour tuer les enfants. D'accord, donc il y a ces exactions, et puis
la chose inédite qui a marqué la guerre de libération nationale, c'est l'engagement des enfants. L'engagement parmi les hommes et les femmes qui ont mené la lutte de libération nationale. Et parmi eux, justement... Le petit Omar. Le petit Omar. Il avait 13 ans en 1957. Donc il est né en 1944 à la Casbah. Et puis son oncle, Yassif Saadi, qui était le chef de la zone autonome d'Alger, va le charger donc, de plusieurs missions avant qu'il ne soit agent de liaison de la zone autonome. Hein. Donc, et puis il va côtoyer à l'âge de 12 ans les plus grands responsables de la Révolution. Donc je pense à l'Arabi ibn Mehdi, qui l'a connu, l'Arabi ibn Mehdi, Ali Lapointe, Hassiba. Et très jeune, il fallait le responsabiliser. Ah oui, oui. Il fallait qu'il ne donne pas de nom, il fallait qu'il ne sache pas qu'est-ce qu'il est en train de transporter. C'est peut-être, l'atout, c'était son âge. C'est ça. Pendant ce qu'on appelle donc la grande répression, ce que les Français appellent la bataille d'Alger, il n'avait que 13 ans. Oui, au niveau de la Casbah d'Alger. Et puis, on l'a chargé donc, de transmettre des messages. Il utilisait un cartable pour faire croire qu'il allait à l'école. Et il rentrait chez lui, alors qu'il transportait donc, des messages importants, des fois, donc, de la guerre de libération nationale. Et puis, donc, nous savons ce qui s'est passé par la suite. En ce 8 octobre 1957, il était dans le refuge avec Ali Lapointe et un autre enfant qui était également agent de liaison. C'est Bouhamidi, donc, qui était Mahmoud Bouhamidi, qui était avec eux. Et même lui, il avait à peine 17 ans, donc à l'époque, 15 ans. Tout jeune. Donc, tout jeune, un autre enfant. Donc, et c'est pourquoi l'armée française était responsable d'avoir justement assassiné, exécuté des enfants. Ils savaient que Petit Omar avait 13 ans, mais ils ont décidé de mettre donc du plastique. En exécution, bien sûr, l'ordre, bien sûr. Et puis, lorsqu'il y a eu l'explosion donc du bâtiment du 5 rue des Abderrahmane, on a découvert des corps tout jeunes. On a découvert les corps, mais il y avait également d'autres enfants qui sont morts parce qu'il y avait tout l'habitation complète qui s'est effondrée. Qui s'est effondrée. Donc voilà un petit peu le sacrifice des jeunes hommes. Mais il avait exactement la conscience que n'avaient pas certains adultes. Hein. Et aujourd'hui, la parole se libère pour certaines personnes. On avait reçu il y a quelque temps sur ce plateau une dame qui était toute jeune lors donc, de la guerre de libération, qui a écrit un livre et qui racontait justement le regard et la souffrance des enfants durant la guerre de libération et qui disait, voilà, j'ai vu mon père se faire torturer, j'ai vu mon père être arrêté et toute la famille aussi qui a souffert donc, de cette malnutrition, surtout de ces manques donc, de nourriture, de froid, de faim et ça, encore une fois, quand les enfants racontent leurs souvenirs enfouis. Qui a écrit ses mémoires, donc c'est Salah Lagharour, le frère d'Abbas Lagharour, qui a écrit un livre. Justement, le livre, c'est un enfant dans la guerre, donc dans les Aurès. Et là, il raconte non seulement comment il a vécu. Le petit Boulam Rahal aussi. Oui, donc comment il a vécu lui-même la guerre, parce qu'ils étaient déportés, toute la famille a été déportée, donc la famille d'Abbas Lagharour, et lui il était très très jeune, il avait à peine 8 ans, et puis on les a abandonnés dans un camp de regroupement à Al-Jorf. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un camp, il n'y a rien. Il n'y a rien autour. C'est-à-dire, c'est des barbelés, c'est un espace entouré par les barbelés. Ils étaient là pendant au moins 3 mois. Et puis lui, ce qui l'a marqué vraiment. Au froid, à la chaleur. C'est la mort de son cousin. Donc, la mort de son cousin, la relate dans son livre, c'est. L'armée française, ils arrivent, donc, comme tous les jours, donc, dans la maison des Lagharour, puis ils prennent ce jeune homme, ils l'ont abattu avec une balle dans la nuque, donc pour vous dire... froidement. Froidement, donc il avait à peine 12 ans également. Donc pour vous terrible, dire que, tout jeune. Tout jeune. Et sans oublier, bien sûr, encore une fois, les enfumades avec les familles, les enfants... Toutes ces exécutions aussi sommaires aussi. Sommaires, et des fois, comme quand on tire sur les manifestations du 11... à bout portant comme ça, et en rafle.
Ouattiri, Saliha Ouattiri, qui a été assassiné froidement donc à Bellecour. Vous avez Fatima Beddar, qui a été jeté dans le canal donc, de Saint-Denis à Paris. Tout à fait. En octobre 61. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu d'une manière tragique la guerre de libération nationale, et d'autres l'ont vécu d'une manière héroïque également, parce que l'histoire retient incontestablement leur parcours. C'est des parcours très très courts, mais ô combien importants parce que ils deviennent des exemples, des icônes. La Révolution, et qui ont été très matures pour leur âge, et pouvoir aussi être acteurs dans cette guerre de libération. Libération nationale. Qui peuvent être aussi des exemples pour les enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on les cite comme exemple. Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées pour leur patrie, pour leur pays. Ça aussi, c'est à retenir pour la jeune génération. Exactement. Voilà. Sariyat Sidi Youssef, qui a été aussi un drame. Alors, Sariyat Sidi Youssef, c'est... On a les images. Oui. C'est un massacre qui a été pratiquement filmé, il a été photographié. Oui. Nous savons que la cible, c'était une école où il y avait au moins une trentaine d'enfants qui ont été tués ce jour-là. Un marché. C'est encore parce que ils étaient victimes doublement, parce qu'il ne faut pas oublier que les Algériens qui ont été tués à Sariyat Sidi Youssef étaient des réfugiés, donc ils ont fui la guerre, donc dans des conditions terribles. Hein. Ils ont été déracinés quelque part. Il faut voir ce qu'a écrit Zoubidem Amlia, parce qu'il a essayé un petit peu de retracer le parcours de ces réfugiés. La plupart du temps, c'était des femmes et des enfants. Oui, pour la plupart. Et pour donc traverser le monde de Soukharas pour rejoindre, donc pour aller en Tunisie. En Tunisie, et puis en Tunisie, voilà, ils ont été bombardés. On a utilisé des B-26 pour bombarder une école. Tout ça, c'est encore une fois. Et des camps de réfugiés pour. Les crimes coloniaux, avec des preuves, avec des images, avec des chiffres. Exactement. Tout cela, encore une fois, pour marquer encore cette page d'histoire qui est une page douloureuse pour le peuple algérien, et qu'il faut encore une fois rappeler et raconter à travers, bien sûr, les différents canaux pour essayer, en tout cas, de raconter la vérité. Voilà. Merci beaucoup, Hassan. C'est moi. Toujours un plaisir de vous recevoir avec ces images qu'on a pu voir, et aussi merci à Yazid pour toutes ces photos qui rappellent encore une fois la dureté, bien sûr, de cette guerre de libération nationale et l'endurance du peuple algérien. Merci encore une fois. On vous dit à dimanche prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Je vous laisse apprécier cette chanson. C'est Morpako qui chante l'Algérie ce matin. On est très content de les avoir. On va terminer l'émission avec eux. Alors, on va les présenter tout de suite. On commence avec Alia. Bonjour. Bonjour. Alia Farhat, comment ça va? Ça va. Tu es en 4e année à l'école? Oui. Et tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Tu es contente d'être là aujourd'hui? Oui. C'est une journée particulière aujourd'hui, tu es au courant? Oui. D'accord, tu vas nous en parler dans un moment. Il y a aussi Ramzi Hamoudi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alhamdoulilah. Ça va? Oui. Ça va, oui. Alors, on est content, toi aussi tu es un grand garçon, toi tu es en 5e année. Oui. L'année prochaine, JOS CEM, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bien. Et toi, tu fais de la musique? Oui, je fais de la guitare et... Guitare. Et vous allez nous interpréter quelque chose dans un moment, c'est ça? Oui. Et on va accueillir notre grand enfant. Alors, c'est avec nous donc Yasmine Mahraoui. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes une spécialiste des fonds marins. Tout vous à êtes fait. Océanographe. Vous êtes là parmi nous parce que vous allez nous parler de cette journée qui a été organisée par l'association Récif hier. Tout à fait. C'était à Tamanfoust. Exactement. Voilà. Alors, vous, c'est une passion pour vous, la mer? Oui, depuis toute petite. Depuis toute petite. Oui, oui. Vous aimez la mer, les enfants? Oui. Ouais, vous aimez plonger, vous? Oui. Jouer dans le sable, plus précisément. Peut-être que vous allez devenir comme notre invitée aussi, une scientifique qui va dans les fonds marins, puisque vous êtes biologiste, c'est cela? Et vous travaillez sur l'océanographie biologique, c'est cela? Tout à fait. Ouais. Et l'environnement marin. Alors hier, c'était une journée particulière pour les enfants. Dommage que vous n'y étiez pas. C'était bien. Ouais. Oui. Hier, avec le club dont je fais partie, Récif, qui est un club associatif, c'est un club de plongée basé à Tamanfoust, à Aix-Pérouse. Nous avons réalisé une opération qui s'appelle L'enfant et sa mère. C'est une opération qui vise à sensibiliser
le public jeune pour protéger et éveiller leur conscience vis-à-vis au littoral et au fond marin. On a accueilli à peu près aux alentours de 120 enfants. Il y a eu des activités. C'était un circuit on a eu 4 activités majeures. Il y a eu ce qu'on appelle bouteille à la terre. Oui. C'est une activité une opération qui est un peu connue parmi ramasser les bouteilles. Tout à fait, voilà. Oui, on les collecter. Les collecter où il y avait des enfants et il y a une chaîne. Il y a toute une chaîne, voilà. Où on apprend à décomposer la bouteille en plastique. Voilà. C'est-à-dire le bouchon, l'étiquette, écraser la bouteille. Et à travers les bouchons, on crée ce qu'on appelle une fresque. On fait une œuvre d'art, excusez-moi. On valorise un peu le déchet, on le rend beau. Et puis, au niveau du club, on a fait ce qu'on appelle une petite sensibilisation, où on a eu 2 postes. Un poste où on a appelé ça projection, où les enfants étaient accueillis par nous, les membres du club. On a fait des projections de vidéos qui parlaient un peu de la biodiversité marine, de l'environnement marin, des impacts, de ce qui se passe dans nos mers et dans nos océans. Et il y a eu une petite interaction avec les enfants, on a attisé leur curiosité. Qu'est-ce qu'ils posent comme question, les enfants? Comment ça se passe et si le déchet il reste, c'est quoi les dégâts? Mais on a senti que l'enfant était investi. D'accord. Vous leur avez parlé des tortues marines? Des tortues, des dauphins, des requins, des poissons, des algues, du corail, des filets, comment ils appellent? Les filets fantômes. Voilà, les filets fantômes. Voilà, tout à fait. C'est un point très très délicat. Et justement, l'association vis-à-vis de ces projets et ces opérations, elle mobilise un peu tous les membres de la société, c'est-à-dire citoyens, plaisanciers ou bien entreprises, à valoriser la mer et les océans et à protéger, à conserver. Donc voilà. Allez, on est en train de voir aussi cette belle journée à travers bien sûr tous ces membres de l'association Récif et surtout ces enfants qui étaient venus nombreux avec leurs casquettes, t-shirts et tout, qui ont participé. Il a fait très beau hier. Il a fait très beau. Donc c'était l'occasion pour les enfants donc de s'imprégner donc de cette belle nature, de l'iode surtout qui est indispensable aussi pour la santé. Alors c'est vrai que vos activités, on les connaît. Chaque année vous organisez le nettoyage des plages, la bouteille à la terre, la sortie avec les éboueurs de la mer. La sortie aussi avec les enfants autistes. Vous faites souvent ces activités pour accompagner les enfants. Oui, nous, autant qu'adultes, on est d'une certaine manière tordus. Donc, on essaie de semer une graine chez les enfants. C'est-à-dire, c'est le futur, c'est l'espoir. Et on dit que l'espoir fait vivre. C'est ça. Donc, il faut savoir que si les ressources de notre mer disparaissent, et ben, l'être humain finira par s'éteindre. Et puis on laissera quoi aux enfants? Exactement. On pourrait leur laisser, au moins, leur laisser une planète assez propre et surtout notre mer assez aussi propre aussi. Alors, qu'est-ce que tu retiens donc des fonds marins, par exemple? Toi, qu'est-ce que tu aimes quand tu vas à la plage? Moi, j'aime bien nager. Tu aimes bien nager et puis quoi d'autre? J'aime bien jouer dans le sable aussi. Ouais, tu fais des châteaux? Non, moi je préfère faire des roulades et tout. Moi je fais de la gymnastique sur le sable, j'aime bien. Dommage qu'on n'a pas de sable, tu nous aurais fait une petite roulade sur le studio, dans le studio. Sinon, tu as une belle chanson aujourd'hui. Oui. Tu vas nous chanter 2 chansons. Oui. C'est ça. Et toi, Ramzi? Il va m'accompagner à la guitare. Toi, t'aimes bien la mer? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la plage? Je nage beaucoup. Ouais. Et puis tu sais faire la plongée sous-marine? Oui, j'ai déjà fait. Tu retiens ta respiration? Oui, avec mes 2 frères. Et qui c'est qui fait plonger l'autre? On plonge souvent ensemble. D'accord. Et tu restes longtemps? Combien? Tu comptes combien tu restes sous l'eau? Mon record, c'est 3 minutes. C'est beaucoup 3 minutes? Non? N'est-ce pas? C'est beaucoup? Oui, oui. Ouais, c'est beaucoup. Vous qui faites de la plongée? Oui, oui, je suis plongeuse au club. Ouais. T'as jamais fait de la plongée sous-marine avec un club? Si.
D'accord. Dans une piscine, ça s'appelait Ali Sub. D'accord. Et c'était bien? T'as aimé? Oui. Peut-être que tu seras un futur plongeur? Peut-être. Peut-être. Et tu sais qu'il y a un Algérien qui a eu le record du monde de la plongée en apnée, hein, n'est-ce pas? C'est une actualité aussi. Ouais. Je ne savais pas. Ouais, et ben c'est bien. En tout cas, ça donne envie d'aller découvrir les fonds marins, apprendre aussi les poissons, protéger notre nature. C'est important. Oui. Ouais. Bon, allez, je vais vous laisser chanter. On va nous plutôt apprécier ta voix déjà. Oui. Et toi, on va apprécier ton talent à travers la guitare. Tu fais de la guitare depuis 3 ans, tu m'as dit. Oui, depuis 3 ans. Et c'est toi qui as choisi la guitare? Non, elle était à mon oncle. Ouais. Donc, comme il avait arrêté de jouer, il avait arrêté de jouer, il me l'a donnée. Après... Il est gentil, ton tonton. Ouais. Ouais, il t'aime bien. Oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée spéciale, la journée mondiale donc, de l'enfance. Vous savez ce que c'est? Oui. Oui. Alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette journée. Moi, je trouve que c'est une journée un peu gâchée parce que c'est dimanche, il y en a beaucoup qui vont à l'école. Ouais. Oui. Donc, ouais. C'est J'aime bien la journée de l'enfance parce que déjà, il y a plein d'activités chaque année. D'accord. Il y a plein de choses. Il y en a qui font... Donc, tu aimerais qu'il y en ait un peu plus? Oui. Assez régulièrement? Ah, oui. J'aimerais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour toi? Moi aussi, mais en général, je fais pas d'activité c'est le jour même. Ouais. Vous savez que aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont heureux chez eux, ils sont très bien, ils vont à l'école, ils se soignent, etc. Mais il y a des enfants qui n'ont pas le droit à tout cela. Enfin, ils n'ont pas la chance d'avoir tout cela. Par exemple, les enfants en guerre, les enfants malades, les enfants, voilà, qui n'ont pas la chance. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants? Ben, j'aimerais leur dire joyeuse fête des enfants. Oui. Ouais. Même si vous n'avez pas forcément le droit de faire ce que vous voulez, essayez de faire le maximum. Voilà. Bonne chance. Bonne chance. Et puis on leur envoie plein de bons vœux, plein de bisous et tout. Oui. Allez, on va leur offrir cette chanson pour eux. Allez, tu vas nous chanter une belle chanson? Oui. Allez, on vous écoute. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson dansant sur les vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Joue l'amour, joue. C'est beau, mais c'est très beau. En tout cas, bravo les enfants. Vous avez chanté, tu as chanté une belle chanson et toi, tu l'as bien accompagnée. Alors, c'est important. Vous avez l'habitude de jouer ensemble? Non. Non, pas trop? Non. Bravo quand même. Hein. Et tu as pu accompagner à la guitare? Ouais. Et sinon, tu joues quoi en général sur ta guitare? Je joue du classique. D'accord. Et ouais. Aussi, des fois, je joue des chansons d'Algérie. D'accord. Bah, tout à l'heure, on va t'écouter encore, peut-être. Alors, on va peut-être rappeler encore l'actualité. Vous avez un programme pour cet été? Oui, on aura prochainement une journée qui est autour de l'hydrographie, le 21 juin. Et je fais rappeler que l'association Récif soutient les étudiants qui sont spécialisés en sciences de la mer. C'est-à-dire on aura l'ouverture officielle de notre labo scientifique. D'accord. Un lancement. Donc je fais appel aux personnes. Alors on est en train de voir les bateaux. Les balades en mer. Oui, les balades en mer avec les enfants. Les enfants et leurs parents. On peut aussi voir le club de la voile aussi. Oui. Et il y a encore des... On salue notre ami Hamid Belkhassam aussi. Oui, notre président du club.
Je dirais que il fait beaucoup avec toute son équipe pour justement faire avancer la science et surtout faire avancer en tout cas vos activités, la protection de l'environnement surtout, hein, c'est important. C'est l'affaire de tous, comme il dit. Tout à fait, c'est l'affaire de tous. Et donc on est en train de voir les images. C'était une journée très belle, pleine de gaieté. Tout le monde était heureux et joyeux. On a beaucoup appris. On a compris que... On apprend toujours auprès des enfants. On apprend toujours. On apprend toujours. C'est-à-dire, on n'apprend pas que d'une personne âgée ou quoi que ce soit. L'enfant nous fait apprendre plein de choses. De par sa curiosité. Voilà. On est à son écoute et voilà, il nous apprend beaucoup de choses et il nous remet en question. Oui, je dirais ça. D'accord. En tout cas, vous faites de la plongée. Vous êtes toujours avec des enfants. Vous leur enseignez. Alors, il faut savoir que la plongée sous-marine, c'est une discipline à laquelle les enfants n'y ont pas droit. Il faut avoir au minimum 14 ans. Oui. Et il y a des enfants qui commencent jeunes aussi. Non. Pas de la plongée sous-marine. D'accord. Donc peut-être ils commencent à faire de la natation ou quoi que ce soit, mais pas la plongée. À partir de 14 ans, on a le droit de plonger officiellement, de commencer à découvrir ce sport qui est magnifique, qui nous, je dirais, permet de plonger dans l'espace. Voilà. On dit plonger dans la mer, c'est plonger dans l'espace. C'est vrai, avec toute cette belle nature, ces couleurs. En tout cas, Ramzi, il a déjà plongé. Il a vu des poissons. Tu as déjà vu des poissons? Non, je n'étais pas dans la mer, j'étais dans une piscine. Ah, d'accord. Mais à la mer, quand tu y vas, tu mets pas tes petites lunettes pour voir un peu ce qui se passe en dessous? Oui. Et ça te plaît? Oui, il y a plein de petits poissons. D'accord, très bien. En tout cas, j'espère que tu pourras faire de la plongée et tu verras tout cela, les fonds marins et toi aussi, à travers, bien sûr, ces belles images des fonds marins. Peut-être que tu vas être inspiré par notre invité ce matin et voilà. On va voir quelques images. Alors, ça, c'était l'atelier projection. Les enfants avec leurs parents étaient ici, regardaient les vidéos dont je vous ai parlé. On a interagi même avec leurs parents. Les parents aussi étaient curieux, posaient des questions, voulaient comprendre comment ça se passe. Et nous, en tant que spécialistes du domaine et en tant que bénévoles, je dirais passionnés, on était là pour répondre à ces questions, à ces tourments. Oui. Et donc, voilà. C'est bien, en tout cas, une belle journée hier, très riche. Hein, très riche. Avec les enfants et vous avez célébré à votre façon la journée de l'enfance et surtout cette rencontre aussi autour de la Méditerranée parce que c'était aussi une rencontre autour de la Méditerranée. Celle-ci encore une fois pour découvrir? Pour découvrir un peu les espèces. Tout ce qui la biodiversité marine, on va dire, tout ce qui habite les fonds marins. Un petit atelier pour les enfants qui était interactif. Il y a une interaction entre l'animateur et ses petits. Ils ont eu le droit au toucher, au sens. On a expliqué un peu ce qu'on trouve sur nos côtes algériennes et ils étaient tout contents de découvrir. Tout contents, oui. Et ils disaient, ils y croyaient pas. Ils disaient ah oui mais nous en Algérie on a des dauphins, oui on a des dauphins, on a des baleines, on a des requins, ce qui est un mythe. On dit souvent que la Méditerranée ne contient pas de requins, mais moi je dis que c'est le contraire. Et en Algérie il faut apprécier chaque espèce et pouvoir les connaître, mieux les connaître pour mieux les respecter aussi et savoir ce qui nous entoure et qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour l'homme. Oui, on a aussi et vice versa. Oui, vice versa. On a expliqué aussi que la chaîne alimentaire était importante, qui est importante, que pour arriver au sommet, pour trouver l'homme, on doit commencer par la mer. Oui. C'est le sens, c'est la base de notre chaîne alimentaire. Oui. On a aussi expliqué que, au final, c'est pas les forêts et les plantes qui produisent l'oxygène, c'est bel et bien 95% de l'oxygène qui est produit par les mers et les océans. Donc c'est
Très bien, très bien. Voilà. Eh bien, parfait. En tout cas, on rappelle que d'autres associations sont aussi actives sur le terrain. Hier, il y a eu aussi l'association pour la promotion de volontariat environnemental qui ont fait une très belle action au niveau donc, de la plage de Regaya. C'était Clean Up Day. Alors, donc, de 9h jusqu'à 14h30, ils ont travaillé, ils ont ramassé, ils ont enfin fait une belle action également, tout comme vous, à l'occasion de la journée de l'enfance et surtout de la Méditerranée. Hein. Voilà, les enfants, vous allez nous chanter une autre chanson, n'est-ce pas? Oui. Une chanson cette fois-ci, on vous écoute, allez-y. Non. C'est pas lui. Ah, toi, tu vas juste jouer avec ta flûte. Non, moi, je vais chanter, après, je vais faire la flûte. Ah, d'accord, vas-y. أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدأ حبك في سلطان جسدي معزك يا عيني وحدا مثل حلالي تسدي تبني شهدة فوق شهدة مثل حلالي تسدي تبني شهدة فوق شهدة Bravo, merci beaucoup Alia. Donc aujourd'hui c'est une journée particulière parce que c'est la journée de l'enfance. En plus tu es passée à la télé et en plus tu as chanté 2 chansons. Oui. Alors peut-être que tu vas nous dire tes impressions aujourd'hui. Oui, je suis heureuse. Super. J'étais un petit peu stressée mais ça va. Mais finalement ça s'est bien passé. Oui. Eh bien tant mieux. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu voudrais être plus tard par exemple? Actrice. Ah. Ou bien chanteuse. Ah, ou bien chanteuse, pourquoi pas, mais sinon tu fais de bonnes études, tu voudrais faire peut-être quoi comme métier plus tard? Bon, chanteuse, tu peux faire aussi les deux. Oui. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Au début, je pensais médecin, mais après, j'ai changé complètement. Oui. Mais au tout début, je voulais être journaliste, après médecin, après actrice. J'espère que tu vas faire un bon choix en tout cas et que tu seras heureuse dans ton choix. Oui. Parfait. Merci à toi. Et puis, Ramzi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Plus tard, je voulais être expert biologiste. Bien, c'est bien. Expert biologiste. Tu vas être un peu comme notre invité? Oui. Biologiste? Ça se voit, hein, tu es un scientifique, n'est-ce pas? Et puis, plus tard, faire de la musique aussi en parallèle, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Peut-être. Sinon, tes rêves, tes souhaits pour les enfants, peut-être? Vas-y. Si vous voulez faire de la musique, les portes sont grandes ouvertes. Ah. C'est un peu difficile au début, mais quand vous vous lancez, c'est facile après. Eh bien, c'est très bien. Tu as de très beaux mots. J'espère que tous les enfants qui nous regardent, peut-être que ce matin, vont apprécier. En tout cas, on leur souhaite bonne chance dans la vie et surtout plein de beaux vœux et surtout les souhaits qui se réalisent. Et puis, on n'oublie pas les enfants, peut-être leur rendre visite dans les hôpitaux. Ceux qui sont malades, on leur souhaite prompt rétablissement, Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle Yasmine Mahraoui, vous êtes donc océanographe et vous faites partie de l'association Récit. Oui. Vous avez plein de projets. Plein de perspectives futures. Moi, je lance un appel et je dis aux personnes, quoi que vous faites, pensez toujours à vos actions et à votre futur. Donc voilà. Et pensez à passer chez nous. Voilà. Les portes sont grandes ouvertes. Je rappelle que nous sommes ouverts le vendredi et le samedi. On vous accueille, on répond à vos questions et on vous dit bienvenue à tous. Voilà, peut-être que ces enfants aujourd'hui vont venir vous voir. Ils vont faire une petite balade en bateau. Ça vous dirait, hein? Pourquoi pas? Bon, c'est pas moi qui lance l'invitation, hein. C'est vous, Yasmine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. On va se quitter avec une belle musique que tu vas nous jouer, n'est-ce pas, Ramzi? Oui. Ouais. Puisque tu m'as dit que tu jouais un peu du classique, un peu des chansons algériennes.
Voilà, je vais te laisser choisir. Quant à moi, je vous dis merci encore une fois. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez apprécié cette émission très spéciale avec cette journée mondiale, de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Les droits de l'enfant, c'est important. Et je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Ramzi à la musique, à la guitare.